coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo extrêmement rare puisque il s'agit d'un book haul et comme vous le savez, moi les book hauls je n'en fais pas, tout simplement parce que très souvent ce ne sont pas des livres physiques puisque je prends plus souvent des e-books et que du coup j'ai rien à vous présenter. En plus j'en achète que sporadiquement parce que j'en ai déjà un paquet à lire que j'ai déjà dans ma liseuse, dans mon téléphone. Donc c'est vrai que en général je ne fais pas ce genre de vidéos puisque dans mon contexte elles sont un petit peu inutiles. Mais ça a changé cette semaine, mais ça sera une fois parce que j'ai été prise un petit peu d'une fièvre acheteuse. D'ailleurs je vous dis tout de suite le contexte. En fait c'est parce que je regardais l'une des... Oh désolée, j'ai une mèche folle, enfin j'en ai pas qu'une mais là j'en avais une bien rebelle là. Bref. En fait, je regardais la vidéo de Jodie du compte Les Livres de la Crypte, que je regarde assez régulièrement. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, bon, j'ai pas été prise d'une folie et de me jeter sur tout ce qu'elle disait. Et donc justement, elle faisait un book haul, mais beaucoup de ses livres étaient des livres qu'elle avait déjà lus. Et du coup, elle a été capable d'expliquer l'histoire, pourquoi elle les avait aimés, etc. Et j'ai commencé avec l'un d'entre eux à me dire, ouh là là, il a l'air vachement intéressant. Et puis après, ça a été, oh bah il y en a un autre, il y en a un autre. Bref, de fil en aiguille, il y en a eu plusieurs. Sauf que je ne les ai pas juste notés comme je fais quelquefois, j'ai été directement les acheter. Voilà. En plus, il faut avouer qu'en e-book, souvent les tarifs sont beaucoup plus intéressants. Donc voilà, j'ai été prise un petit peu dans un petit tourbillon. Et bon, Jodie en général présente beaucoup de livres d'horreur, mais pas que. Et moi-même, en fait, en les achetant en ligne, on vous présente souvent des suggestions. Et donc, disons que de fil en aiguille, j'ai commencé à regarder les suggestions, j'ai commencé... Voilà, donc je me suis un petit peu ruinée, entre guillemets. Et aujourd'hui, j'ai à peu près une vingtaine de bouquins à vous présenter. Par contre, je vous rassure tout de suite, en tout cas pour ceux qui ne sont pas forcément fans que de l'horreur, qu'il n'y a pas que de l'horreur. Parce que de fil en aiguille, justement, ça se sépare un petit peu de la thématique de base et des fois on va un peu à droite à gauche sans le savoir. Et je peux même vous dire que certains thèmes vont très certainement beaucoup vous surprendre, surtout venant de ma part. Voilà, écoutez, on va commencer tout de suite. Et on commence tout de suite avec une autrice dont elle a dit beaucoup de bien, que je ne connaissais pas du tout. Il s'agit de Loana O'Haraud, qui est une autrice d'horreur française. Moi, c'est la première fois que j'en entends parler, et qui fait des livres très courts. Donc effectivement, c'est la première qui m'a tentée parce que je me suis dit, tiens, autrice française, je ne la connais pas. Elle fait des livres d'horreur et c'est très court, donc je me suis dit, pour découvrir... C'est parfait justement pour pouvoir découvrir la plume de quelqu'un et sans forcément que ce soit un gros investissement de temps, de taille, etc. Donc pour elle, j'ai pris 2 livres. Alors j'en ai pris un qui s'appelle Lima, qui est un petit recueil de nouvelles. Il y en a une dizaine ou 11 je crois et du coup je n'ai pas été chercher plus loin que ça puisqu'effectivement avec des nouvelles j'ai pas envie d'en avoir le détail. Et par contre ce que j'ai vu partout c'est qu'apparemment elle a une écriture exceptionnelle, c'est vraiment ça qui importe, c'est plus son atmosphère, tout ce qui s'en dégage en fait vraiment qui marque beaucoup les gens. Et voilà, donc moi effectivement ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Sinon j'ai également pris un petit roman qui s'appelle Terne, qui est apparemment un drame psychologique et on rentre complètement dans l'esprit d'une personne et on suit en fait un petit peu sa descente aux enfers. Mais encore une fois, même au niveau des critiques que j'ai lues sur internet, sur Amazon, Babelio, etc., les gens ne décrivent pas vraiment les histoires. Donc je pense que c'est vraiment... Ça doit être difficile à expliquer et ça doit être vraiment ce côté atmosphérique qui est le plus prenant. Voilà, donc moi en tout cas ça m'a convaincue, j'ai pris. Si vous connaissez, comme d'hab, n'hésitez pas à m'en parler parce que moi, si c'était pas pour sa vidéo, jamais entendu parler. Autrement, j'ai pris également, toujours qui était dans la vidéo de Jodie, Out de Natsuo Kirino, qui est plus un roman noir, en fait, pas vraiment de l'horreur, mais qui apparemment est très marquant, très bien écrit. Et... Pardon, qui, comme l'autrice est japonaise, ça se passe au Japon. Apparemment, il s'agit de l'histoire de 4 femmes qui travaillent dans une usine, donc c'est déjà pas une vie idéale, et qui justement, parce que leur vie n'est pas facile, se soutiennent beaucoup psychologiquement et physiquement aussi pendant leur travail, et qui à la maison n'ont pas non plus une vie top. Elles ont des maris assez exécrables pour être gentilles, puisqu'apparemment on peut les qualifier plus que ça, et... l'une d'entre elles, un jour, en rentrant à la maison, se rend compte que son mari a encore dilapidé au jeu tout l'argent qu'elle ramène et en fait, elle va le tuer.
Voilà, sauf que en étant une petite bonne femme qui n'a pas forcément la force de s'occuper de ça, ben, elle ne sait pas trop comment se débrouiller avec le corps et elle va appeler ses copines pour s'en débarrasser. Voilà. Mais écoutez, moi avec un résumé comme ça, j'ai envie de dire que je trouve que le résumé est un petit peu bateau dans le sens où ce sont des choses que on voit quand même assez souvent, mais j'ai vu qu'apparemment ça a beaucoup marqué les gens par l'originalité du texte, par tout en fait ce qui va se passer dans l'histoire. Ça a beau être un roman noir, donc un roman d'enquête d'une certaine façon, il y a vraiment autre chose à côté. Donc voilà, moi c'est vraiment cette chose là qui m'a attirée. Et surtout, donc la plupart des lecteurs, enfin la plupart, en fait tous les avis que j'ai vus, tout le monde a l'air ravi, j'ai pas vu une mauvaise note. Pas que ça soit non plus une vérité absolue, mais des fois ça aide quand même aussi à savoir si on le veut ou pas. Et puis je l'ai retrouvé aussi dans beaucoup de listes du meilleur roman noir ou roman d'horreur asiatique, parce qu'apparemment, même si ça n'est pas de l'horreur en tant que tel, c'est quelque chose qui marque beaucoup en fait, qui est très lourd, qui est très puissant, voilà. Donc voilà, bah écoutez, on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, j'ai hâte de le lire. Celui-là, par contre, n'est pas court, il me semble qu'il fait 300 ou 400 pages. Mais voilà, ça c'est juste une petite info pour vous, au cas où. Alors ensuite, un autre livre qui a été présenté dans les livres de la crypte, il s'agit de Swan Song de Robert McCammon, il me semble. Et celui-là, je n'ai pas spécialement lu le résumé, mais apparemment, il est comparé au Fléau de Stephen King. Ce qui m'a beaucoup étonnée, parce que bon, déjà, j'aime beaucoup le Fléau, mais en fait, quand on voit les couvertures, moi, personnellement, j'ai trouvé que ça faisait très couverture de... Il y a un côté un peu Scooby-Doo, jeunesse, mystère... enfin, je sais pas vraiment si je m'exprime bien, mais il y a un côté très couverture des années 80 de livres pour enfants et jeunesse avec aventure, enquête, oui, vraiment à la Scooby-Doo, quoi. Et j'avoue que si j'avais juste regardé les couvertures, j'aurais même pas lu le résumé, j'aurais même pas prêté attention. Et apparemment, il est vraiment comparé au Fléau de Stephen King, autant parce que c'est un livre post-apocalyptique que apparemment pour le type d'histoire, mais aussi pour la qualité de l'écriture. Voilà. Donc du coup, je me suis pas fait prier, je me suis dit moi avec une comparaison comme ça m'intrigue. Et puis surtout justement parce que vu la couverture, alors apparemment qui est appréciée, mais je dis pas que les couvertures sont pas belles, pas du tout. Mais c'est juste que pour moi, j'ai l'impression que ça colle pas du tout à la thématique ou au genre. Ou même au type de lectorat. Alors je sais pas, là c'est peut-être moi qui suis à côté de la plaque, mais de toute façon je vous mettrai les images comme d'hab. Vous me direz si ça vous inspire la même chose ou si c'est vraiment moi qui suis un petit peu, qui ai des idées un petit peu précises sur des choses et que ça correspond pas forcément. Voilà. Alors sinon, un autre que je connaissais en fait d'une certaine façon, il s'agit de Perfect Blue de Takeuchi Yoshizaku. Voilà, parce que c'est l'auteur que je ne connaissais pas, donc du coup je me le suis noté. Alors à la base, Perfect Blue, c'est un film d'animation qui date de la fin des années 90, 1997 je crois, que j'ai vu, que j'avais adoré. Alors si vous ne connaissez pas, profitez-en pour aller le voir. Je ne sais pas du tout sur quelle plateforme ou de quelle façon on peut le voir, peut-être juste en louant, mais c'est un très bon film de Satoshi Kon. Et moi je sais qu'il m'avait marqué à l'époque parce qu'il y a un côté très éthéré, très particulier, et en même temps c'est une histoire terrible puisque c'est une histoire qui se base sur les pop idols au Japon. Vous savez, ces jeunes filles qui sont formatées pour ressembler à des poupées innocentes, que beaucoup d'hommes adorent, surtout quand elles sont très jeunes, et qui finissent par faire des girls bands ou qui finissent par chanter, par faire des photos, et puis ça commence à se transformer un petit peu en photo de charme, dans des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a ce côté très enfantin, innocent, qui est en fait ce qui vraiment attire dans ce type de personnage, et qui ensuite va être perverti, pas dans le sens de perversion au sens sexuel du terme, encore que, mais perverti dans le sens où justement on va se servir de cette attirance pour faire quelque chose de pas du tout innocent derrière, et on le sait, mais qui se cache quand même toujours derrière cette image d'innocence, et qui, je pense, pour beaucoup de jeunes filles de ce milieu-là, elles s'en sortent pas forcément indemnes.
Donc cette histoire-là décrit justement tout ce milieu artistique et la culture des idoles, bon, qu'on a un minimum chez nous mais sans plus, mais c'est quelque chose qui est très très ancré ici au Japon, on voit ça partout, hein, il y a des quartiers, c'est vraiment placardé, enfin c'est quelque chose qui ne s'est pas perdu, qui existe toujours et limite même qui est en train de revenir ces dernières années avec tout ce qui est boys band, girls band qui est en train de faire une sorte de boom en Asie depuis une dizaine d'années. Et en fait, Perfect Blue va suivre l'une de ces jeunes filles, l'une de ces idoles, depuis les débuts de sa carrière jusqu'à effectivement ce qu'elle est une grosse fan base. Donc elle est suivie par beaucoup de personnes, bon, beaucoup d'hommes, hein, on ne peut pas dire 99%. Et bien entendu, qui va se retrouver à avoir un stalker qui va la suivre partout, qui va commencer à la faire angoisser, à lui faire... on s'imagine un petit peu à sa place, hein, puis en tant que femme, bon, je pense qu'on est beaucoup à avoir eu ce genre de frayeur, sauf que quand c'est un stalker, c'est permanent, voilà. Donc, je ne vous en dis pas plus sur cette histoire-là, mais je ne savais pas que ça avait été tiré d'un roman. Voilà. Donc, je vous ai raconté l'histoire parce que j'imagine que, vu que le film en est inspiré, il va y avoir en tout cas un certain nombre de points communs. Après, je ne sais pas quels sont les changements, mais comme j'ai vu le film il y a très longtemps, ça me ferait plaisir en fait de lire le livre qu'il a inspiré, parce que, écoutez, s'il est aussi bon que le film, pourquoi s'en priver, quoi, sincèrement. En tout cas, moi, je sais que le film, j'avais vraiment beaucoup aimé, et je le conseille, par contre, pas à des gens trop jeunes ou un petit peu trop sensibles, parce que c'est quand même glauque, hein, voilà, vu la thématique et vu jusqu'à quel point ça va pousser. Voilà. Sinon, j'ai également pris Heaven de Mieko Kawakami, qui est une autrice japonaise que je ne crois pas connaître, parce que vous savez, des fois, en fait, on connaît les noms et puis on se rappelle plus, et quand on voit les couvertures, on se dit « Ah, mais si !» Mais elle, je crois pas la connaître, et Heaven, apparemment, parle du harcèlement scolaire. Voilà. Je ne suis pas allée plus loin sur le sujet du livre, mais moi, personnellement, un livre japonais qui parle de harcèlement scolaire, qui apparemment est très réaliste, pour l'avoir moi-même vu, disons pour l'avoir vu moi-même ayant travaillé dans une école publique japonaise, et de quelle façon c'est traité et de quelle façon on s'en occupe entre guillemets, alors que c'est un problème majeur dans ce pays. Je ne dis pas que ça n'est pas un problème dans d'autres pays, mais ici c'est quand même quelque chose qui est très présent à cause de certaines règles et de non-dits qui sont respectés malheureusement par beaucoup de gens, alors que ça implique, ça induit en fait ce genre de problèmes qui ne seront pas réglés et qui vont finir par avoir des conséquences assez désastreuses. Donc ça m'intéresse de voir le point de vue, ou en tout cas la vision d'une personne directement de ce pays, et je l'ai déjà vu dans certains films, dans certains animés, même en musique, ça se retrouve. Mais parce que c'est vraiment un très gros problème, mais c'est vrai que j'ai envie de le voir directement par quelqu'un en fait qui écrit là-dessus et qui n'a pas un public direct, et donc du coup qui a peut-être moins peur du jugement en abordant cette thématique. Voilà. Également, un autre livre qui a été aussi conseillé par Jody, il s'agit de Cemetery Challenge de Christelle Colpart-Soufflé. Alors avec un nom comme ça, il me semble, elle est française, et dont l'histoire apparemment consiste à dormir dans un cimetière. C'est un défi Facebook que des jeunes en fait commencent à faire, et alors je n'en sais pas plus sur le résumé, mais Jody, qui elle-même est très habituée à l'horreur, donc bon, elle n'est pas forcément traumatisée par grand chose, je connais aussi justement, et de dire qu'effectivement ça a été l'un des livres les plus flippants qu'elle ait lu ces dernières années, qu'il y a vraiment des choses qui l'ont fait réagir, et déjà rien que ça, moi forcément ça m'a convaincue. En dehors de ça, ça m'a fait quand même rigoler, parce que quand j'ai vu la couverture, c'est typiquement le genre de couverture que moi je n'achèterais pas. Voilà. Pourquoi? Parce que de toute façon, encore une fois, vous le verrez dans l'image, mais comme vous allez le voir, il y a une grosse tête de zombie, un peu, enfin, là pour le coup ça me rappelle un peu les contes de la crypte, c'est-à-dire typiquement l'horreur un petit peu gore machin, mais aussi, vous savez, un petit peu répétitive dans ses clichés, c'est toujours un petit peu la même chose, en gros, soit destiné à la jeunesse, soit où c'est beaucoup de gore mais sans forcément d'histoire. Donc voilà, donc moi forcément ce genre de choses, c'est con des fois comme les couvertures, ça influence, hein, c'est un truc de fou. Et écoutez, je l'ai pris, parce qu'en plus il est pas gros, donc je me suis dit,
Voilà, et ça m'intrigue de savoir effectivement quelqu'un qui est habitué à l'horreur, à quel point ça peut être efficace. Ça m'intéresse beaucoup. Alors, on revient aux auteurs japonais avec Yoko Ogawa, qui est extrêmement connu, dont j'ai toujours vu les couvertures. C'est toujours des couvertures assez oniriques, assez souvent très très belles, et des livres assez fins. Et en fait, ça fait très longtemps que je veux la lire, et que j'ai jamais vraiment tenté le coup. Comme d'hab, on a d'autres bouquins à lire, donc on les voit, on se dit « Ah tiens, j'essaierai bien », puis après on passe à autre chose. Sauf que, eh bien, je ne savais pas qu'elle avait aussi écrit un livre, peut-être plusieurs, il faudra que j'explore ça, mais qui est considéré comme un livre d'horreur, ou en tout cas de peur, voilà, et qui s'appelle en français, je crois, Triste Revanche. Et je l'ai pris en quoi? Je sais plus dans quelle langue je l'ai pris, c'est pas grave. Et en plus, la couverture m'a attirée parce que sur la couverture française, vous avez cette citrouille qui est une œuvre de... Il ne manquerait plus que je me rappelle plus d'elle. Yayoi Kusama. Vous savez, celle qui met des pois partout. C'est de l'art contemporain. Et en fait, cette œuvre d'art-là, en particulier, qui est au bord de la mer, elle est sur une île qui s'appelle Naoshima, qui est juste à côté de chez moi. Voilà. Et d'ailleurs, où il va falloir que j'aille faire un petit tour un de ces jours, puisque justement, je vais pouvoir voir cette citrouille, entre autres. Et donc, du coup, j'ai pris ce livre-là. J'ai dit que ça s'appelait comment? Je sais que c'est Revenge en anglais, parce que à chaque fois j'ai vu la couverture en anglais, Triste Revanche. Voilà. Excusez-moi, je perds le fil des fois, hein, c'est mon cerveau, vous êtes habitués. Et du coup, il s'agit d'un recueil de 11 nouvelles qui sont liées entre elles. Apparemment, ce sont des histoires de famille, mais qui ont des liens très particuliers. Donc j'imagine que ce sont des histoires très courtes, puisque bon, c'est pas non plus un livre hyper épais, puisqu'il y en a 11, et qui apparemment... Je ne sais pas si c'est un fix-up du coup, c'est-à-dire de quelle façon elles sont liées entre elles, c'est-à-dire est-ce que c'est la même histoire ou est-ce qu'elles sont liées par d'autres choses, voilà. Apparemment, il y a beaucoup de thématiques différentes, que ce soit du surnaturel, que ce soit... Donc, il y a un petit peu de tout. Et du coup, oui, c'est ça en fait, j'ai pas vraiment d'autres détails que j'ai envie de savoir en fait, voilà. Parce que oui, j'ai noté un petit peu quand même, histoire de me rappeler, parce qu'il y en avait tellement, je me suis dit sinon je vais vite me perdre. Donc voilà, alors ma découverte de Yoko Ogawa se fera avec un livre, finalement pas du tout dans le style auquel je m'attendais avec elle. En même temps, j'en ai jamais lu, donc c'est pas forcément une référence. Ensuite, j'ai également pris Goth de Otsuichi. Alors malheureusement, celui-là n'est pas traduit en français. J'ai essayé de regarder, mais... aucune chance. Il est classé parmi les meilleurs livres d'horreur asiatiques. Alors, l'histoire en fait tourne autour d'une jeune fille assez étrange qui est obsédée par les meurtres et par les tueurs en série, et en particulier dans sa ville qui apparemment semble les attirer. Donc il y a un très très grand taux de meurtres assez violents, et avec une amie à elle, elle va tout faire pour enquêter et essayer d'en savoir plus sur tous ces meurtres. Apparemment, c'est l'un des meilleurs livres du genre en Asie, donc on ne parle pas que du Japon, donc forcément ça m'intrigue beaucoup. Après, un livre qui s'appelle Goth, avec une jeune fille qui est attirée par des meurtres, voilà. Alors en quoi est-ce que ça va être génial? Je ne peux pas vous le dire tout de suite, mais forcément dès que j'aurai la réponse, je vais vous le dire. J'ai l'impression qu'en ce moment j'ai un petit besoin de retourner un peu vers l'horreur, donc ça va me faire du bien, voilà. Ensuite, j'ai également pris malheureusement 2 autres livres qui ne sont pas non plus traduits en français, mais écoutez, on ne sait jamais, vous pouvez les noter au cas où dans le futur ils soient traduits, et puis si vous parlez un minimum anglais, bon bah il y a toujours moyen de les trouver. Alors d'abord il y a The Crimson Labyrinth de Yusuke Kishi, qui est également classé parmi les meilleurs livres asiatiques de peur, d'horreur, de perturbant on va dire, et qui apparemment se base sur la perversion, ou en tout cas jusqu'où peuvent pousser les jeux de télé-réalité. Voilà, c'est tout ce que je sais dessus. Ça me fait un petit peu penser d'une façon, alors je ne sais pas si l'histoire aura quoi que ce soit à voir, mais moi ça me fait penser à des livres comme The Running Man, qui était un livre de Stephen King, dans le futur également par rapport à des jeux de télé-réalité. Il y a The Truman Show, il y a des choses comme ça. Donc ce sont souvent des histoires plutôt bonnes, en tout cas sur cette thématique là. Donc j'imagine que ça risque de l'être aussi. Celui-là par contre et le suivant, je vais les recevoir en physique. Donc ça va prendre du temps, je les attends. Mais quand je les recevrai, du coup j'en profiterai pour vous les montrer un petit peu. Voilà. Et le suivant c'est Body de Nonami Asa, qui est également dans le top 10 des romans modernes japonais.
donc je pense que c'est bon signe, et qui est un recueil de nouvelles, et qui s'appelle Body, parce qu'en fait chaque nouvelle porte le nom d'une partie du corps humain. Et chaque nouvelle en fait va se baser sur cette partie du corps humain. Alors vraisemblablement, l'ensemble du livre tourne autour de la vanité de notre société moderne, jusqu'où les gens vont à cause de cette vanité, et fait souvent référence au proverbe que je ne retrouverai pas en français, mais si vous allez, je pense, ça va vous rappeler quelque chose, donc si vous en rappelez en français, écrivez-le moi, merci, mais de faire attention à ce que l'on souhaite. Voilà. Par la suite, alors oui, parce qu'il n'y a pas que des Japonais et des Français, mais du coup, je me suis retrouvée avec pas mal d'auteurs qui tournent autour de l'Asie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'après une vingtaine, j'ai arrêté, parce que je me suis dit à ce rythme-là, je vais arriver en Afrique, je vais arriver en Europe, et puis je vais finir en Amérique, et je vais avoir 250 bouquins. Voilà. En fait, c'est l'aspect géographique qui m'a freinée. Comme quoi, finalement, c'est pas mal. Alors, le prochain, c'est Yan Lianke, The Day the Sun Died. Alors, pour cet auteur, celui-ci n'a pas été traduit. Par contre, d'autres de ses livres ont été traduits. Alors, celui-ci, en fait, est un livre de science-fiction, horreur, satirique. Voilà, donc c'est un petit peu particulier, où en fait, les gens se conduisent comme des somnambules et continuent de faire leur vie, d'essayer d'aller au travail, d'essayer de faire les choses comme d'habitude, de façon un petit peu automatique, alors que le soleil ne se lève plus. Voilà. Donc apparemment c'est un livre qui permet à l'auteur de critiquer pas mal de choses de la société chinoise, en particulier le rêve chinois qui est vendu par Xi Jinping, l'actuel premier ministre. Je sais pas comment on appelle, selon les pays c'est pas les mêmes noms, mais je me rappelle plus, mais disons voilà, c'est celui qui est à la tête du gouvernement chinois. Et en fait, c'est une sorte de cauchemar éveillé que l'on suit pendant tout le livre. Alors apparemment, c'est aussi drôle que réaliste, que effrayant. Voilà, donc il y a un certain mélange. Et lui aussi fait partie de ceux qui sont le plus recommandés. Donc je me suis dit, bah, j'ai pas lu beaucoup de romans chinois. Donc du coup, bah, autant profiter pour élargir un petit peu ses connaissances sur ce domaine-là aussi. Ensuite, deux livres de Zhou Haohui, également chinois. Alors qui lui écrit des polars. Comme vous le savez, c'est pas du tout un genre de prédilection, même si j'aime bien en lire de temps en temps, mais il semblerait que ces polars soient très noirs, très glauques et ont des tendances un petit peu à se diriger vers des choses à la Seven. Si vous connaissez le film Seven, voilà, je pense que déjà ça vous indiquera. Et qui apparemment ne recule pas devant la description d'horreur, éventuellement de crime. Voilà, donc ça déjà c'est quelque chose moi qui m'intéresse. Alors j'ai pris Avis de décès et La vallée de la terreur. Alors les deux apparemment sont très très bons. Avis de décès parce que bah, c'est le premier que j'ai trouvé en français, donc enfin moi personnellement les traductions je les prends en français si ça vient d'auteurs de langues que je ne peux pas comprendre à l'origine. Et puis après si je les trouve pas je les prends en anglais, mais c'est vrai que pour le coup là la priorité est en français parce que je me dis une traduction ou l'autre ça reste une traduction, ça changera pas grand chose. Voilà. Alors Avis de décès apparemment c'est une histoire de crime, donc ça fait partie de celles qui sont comparées à Seven, Usual Suspects, mais le suivant, La vallée de la terreur, m'intéresse beaucoup parce que c'est encore une fois une enquête policière, mais elle est basée sur des légendes. Alors est-ce qu'on a le détail des légendes? Oui, c'est ça. Alors en fait, c'est dans une vallée, dans un village, des gens qui sont atteints d'une maladie qui les décime, et les survivants qui apparemment vivent comme des zombies, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu comme s'ils étaient possédés et qui n'avaient plus vraiment leur âme. Et en fait, toute cette histoire est basée sur des légendes du XVIIe siècle et la mythologie du Yunnan en particulier. Voilà. Donc moi je me dis, un truc apparemment assez glauque, avec des enquêtes policières, mais qui est basé dans un village du fin fond de la Chine, mélangé à de la mythologie et des histoires de fantômes. Moi personnellement je dis, voilà, je pense que vous comprenez pourquoi pour certains ça va être un petit peu, ouh ça a l'air bien, ouh ça a l'air bien. Voilà, donc ouais, j'ai un petit peu abusé quand même, faut pas déconner. Alors le roman suivant, je pense c'est celui qui va vous étonner le plus pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, parce qu'il s'agit d'une romance. Ça doit être le truc, mais alors qui m'arrive une fois tous les 30 ans. Et encore,
et qui s'appelle The Ghost Bride de Yang Se-chu, qui est un auteur ou une autrice chinoise d'origine malaisienne. Alors du coup c'est bien, voilà, parce qu'on change un petit peu géographiquement. Et The Ghost Bride nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui vit avec son père qui est ruiné. Ils n'ont plus beaucoup d'argent dans la famille et un jour il y a une famille très très riche qui va proposer à cette jeune fille de se marier avec leur fils. Donc forcément c'est très tentant puisqu'ils ont beaucoup d'argent, sauf que le fils est mort. Voilà. Apparemment ce livre, encore une fois, est très basé sur les traditions, cette fois malaisiennes. Donc j'imagine que l'autrice ou l'auteur s'est beaucoup inspiré de sa culture d'origine. Et dans l'histoire, cette femme, qui bien sûr est attirée par le beau fils, même s'il est mort, mais il est beau, il est machin, bon bref. Voilà, c'est ce qui va la faire quand même persister dans cette voie-là et passer dans l'autre monde, puisqu'apparemment il y a des choses qu'elle est censée faire dans l'autre monde. Là pour le coup la Malaisie, ce sont je ne connais pas du tout le folklore malaisien ou la mythologie ou les histoires. Et du coup, en fait, dans cet autre monde, elle va devoir essayer de comprendre comment ça fonctionne, ce qu'elle doit y faire précisément. Donc, il y a une sorte d'aspect quête et aventure pour pouvoir, en fait, en sortir indemne et ne pas se retrouver coincée là-dedans pour toujours. Dans cette quête, elle va rencontrer toutes sortes de personnages du folklore malaisien. Et alors apparemment, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Parce que, je cite, elle va se retrouver dans un monde fait de villes fantômes et d'offrandes de papier, dans lequel elle croisera des esprits vengeurs et sera aidée d'un dragon greffier. Et dans lequel elle va croiser entre autres des fantômes, des vampires, tout un tas de trucs. Voilà. Donc, personnellement, je trouve ça hyper intéressant. Autrement, un autre recueil de nouvelles, alors celui-là, je ne l'ai pas non plus trouvé en français. Par contre, certaines de ces nouvelles sont publiées indépendamment en France. Voilà, donc vous pouvez quand même trouver. Ce recueil-là, il s'agit de The Blind Owl and Other Stories et c'est Sadek Hedayat, qui est un auteur iranien ou une autrice iranienne. Pour le coup, j'ai pas été chercher précisément au niveau des auteurs. Ça, je le ferai quand je déciderai de lire les livres. Parce qu'en général, j'aime bien connaître un petit peu le contexte. Mais là, pour le coup, voilà, c'était vraiment juste savoir quels étaient les styles qui m'intéressaient. Alors, il est considéré, ce livre-là en particulier, est considéré comme le meilleur livre de la littérature contemporaine iranienne. Point. Voilà. Alors déjà ça, je me dis, pour découvrir la littérature iranienne, du coup c'est génial parce que là c'est vraiment le symbole même de leur littérature moderne. Toutes ces histoires-là sont basées apparemment sur la psychologie d'un homme qui va commencer à sombrer dans la folie au moment où il va perdre son amour. Donc il y a encore un minimum de romance, apparemment ce sont les prémices, mais on va ensuite rentrer dans cette histoire, dans cette espèce de descente aux enfers qui va traverser plusieurs nouvelles. Est-ce qu'elles sont liées ou pas? Je ne sais pas, mais apparemment il est comparé à Edgar Allan Poe, à ce type en fait de nouvelles un peu fantastiques, de nouvelles un petit peu étranges et surtout qui sont très très ancrées dans la condition humaine et dans l'expression des sentiments humains. Et voilà, donc du coup maintenant vous savez tout ce que j'en sais et personnellement ça m'intrigue énormément. Et alors je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs qui sont pas fans de nouvelles en général, je sais pas vous, mais c'est quelque chose que je vois très souvent, les gens qui n'aiment pas les nouvelles. Personnellement, c'est pour ça, ne soyez pas étonnés si vous avez souvent des recueils de nouvelles qui atterrissent chez moi. Parce que j'aime beaucoup les nouvelles, j'aime beaucoup les histoires courtes. Déjà parce que ce n'est pas évident d'accrocher une personne sur une histoire courte, donc quand c'est bien fait, c'est génial. Et surtout, je trouve que pour découvrir un auteur, découvrir sa plume, c'est vraiment quelque chose en fait de très très accessible, d'intéressant, qui est une bonne introduction. Et en même temps, les nouvelles, ce qui est bien, c'est que contrairement à un roman où vous devez vraiment lire tout le truc, vous pouvez lire une nouvelle et puis passer à autre chose. Et puis revenir et lire une autre histoire et passer à autre chose. Donc je trouve aussi que dans un rythme de lecture, c'est quelque chose qui s'intègre très facilement. Voilà. Donc moi, pour moi, c'est quelque chose en tout cas que j'aime beaucoup. Alors, un autre bouquin qui a l'air génial, en même temps, s'il n'avait pas l'air génial, je ne l'aurais pas pris. Et on revient en Chine, cette fois, avec Ji Yun et The Shadow Book. Alors, The Shadow Book, encore une fois, je ne l'ai pas trouvé directement en français, mais plusieurs des histoires qui sont dedans ont été traduites en français. Donc, on les trouve dans d'autres bouquins. Quand je déciderai de le lire, si ça vous intéresse, j'essaierai de regarder exactement
Mais bon, en fait, il suffit de chercher l'auteur Ji-yoon, en fait, et puis vous en trouverez. Alors, ce livre a l'air hyper intéressant parce que cet auteur, apparemment, a été comparé à un Benjamin Franklin mélangé de Sherlock Holmes, qui étudie le paranormal, l'histoire, les sciences et qui pond des histoires dignes des plus grands auteurs, y compris modernes. Voilà. Et là, je ne parle pas de ce qu'il y a dans le bouquin, je parle juste de l'auteur. Alors déjà, hyper intriguant. C'était apparemment un philosophe scientifique très versé aussi dans tout ce qui est surnaturel. Et ce livre est un recueil en fait de légendes chinoises. Apparemment le meilleur recueil de légendes chinoises à ce jour, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais celui-là apparemment est vraiment considéré comme un grand classique et c'est celui qui est étudié principalement quand on s'intéresse à cette thématique-là. Voilà. Alors, il équivaut au livre Kwaidan pour le Japon, parce qu'il y en a qui connaissent. Kwaidan est hyper connu quand on s'intéresse aux histoires de fantômes japonais. C'est écrit par Lafcadio Hearn, si vous connaissez. Et alors en fait, il y a compilé des histoires, des légendes qu'il a entendues, mais également des histoires autobiographiques. Alors à quel point elles sont autobiographiques, mais où il s'agit en fait de ces rencontres supernaturelles, de ces expériences spirituelles et également d'histoires entendues. On va y croiser des cannibales, des brouillards vivants, des renards, des aliens, des jiangshi qui sont les vampires chinois. Donc tout un bestiaire qui a l'air absolument intriguant. Voilà, moi c'est tout ce que je peux dire. Et puis encore une fois, ce qui est génial, c'est que on peut lire une petite histoire de temps en temps, sauf si on est vraiment à fond dedans et qu'on veut tout se farcir. Voilà. Alors ensuite, on rechange de pays. Cette fois, on va en Indonésie avec Eka Kurniawan. Et le titre c'est Beauty is a Wound, c'est-à-dire la beauté est une blessure. Encore une fois, je n'ai pas trouvé en français, bien sûr j'ai trouvé en anglais parce que je ne lis pas l'indonésien. Et en fait c'est la première phrase qui m'a intriguée et qui dit, alors je suis désolée mais il faut que je regarde puisque je vous traduis en même temps. Un après-midi, un week-end de mai, Dewi Ayu s'est redressée de sa tombe après avoir été morte pendant 21 ans. Ma traduction est pourrave. Mais je pense que vous avez compris. Voilà, j'ai pas préparé ce truc là avant. Hein. Donc, voilà, donc en fait, c'est une femme qui se lève de sa tombe après avoir été enterrée pendant 21 ans et apparemment morte pendant 21 ans. Alors, comme première phrase de bouquin, ça donne envie. Et apparemment, encore une fois, c'est un thème un petit peu récurrent, c'était pas voulu. Mais c'est basé sur les légendes indonésiennes locales qui se basent sur les histoires de fantômes autour des théâtres de marionnettes. C'est vrai que les théâtres de marionnettes en Indonésie, c'est quelque chose de très traditionnel, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Et je suis persuadée d'avoir vu un film indonésien ou qui se passait en Indonésie, un film d'horreur qui était aussi basé sur des théâtres de marionnettes. Et ça avait à voir quelque chose avec de l'eau, une rivière ou quelque chose comme ça. Et j'arrive pas à me rappeler du titre. Si je me rappelle, je vous dis. Mais c'était un film d'horreur par contre, hein, voilà. Donc je sais pas si beaucoup d'entre vous l'auront vu. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que je connais pas forcément l'histoire de fantômes autour des théâtres de marionnettes. Par contre, personnellement, je suis un petit peu sensible aux poupées et aux marionnettes qui, en général, me font un petit peu flipper. Mais donc, du coup, forcément, ça va m'intéresser un petit peu. Voilà. Après, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'horreur qui fait peur ? Je ne sais pas. Ce n'est pas parce que c'est basé sur des histoires de fantômes que ça fait forcément peur. Mais je pense qu'avec les livres que j'ai consultés avant, forcément, ça m'a dirigé vers ça. Alors, apparemment, il a l'air très très bien et il serait en fait, apparemment d'après l'auteur et d'après les lecteurs, sa façon de traiter la thématique et son écriture est inspirée directement par Melville et Gogol. Donc par un auteur américain et par un auteur russe qui sont l'auteur de très très grands livres. Et du coup, ça m'intrigue encore plus. Voilà. Écoutez, je pense que oui, c'est ça. On a fait le tour. Franchement, je m'attendais encore à tourner des pages et en trouver d'autres. Hein. Comme quoi. Alors, je pense que ça en fait suffisamment. Et en tout cas, moi, il y a une chose aussi, c'est que c'est vrai qu'on a tendance à garder l'horreur. Alors, moi, pas forcément, mais c'est vrai que je lis plus d'horreur en automne que le reste de l'année. C'est pareil pour les films et tout. Parce qu'on a tendance à associer cette période de pluie, de froid, à ce type de lecture.
Et pourtant, alors j'ai trouvé, je ne sais pas si c'était voulu ou non, mais en prenant tous ces livres de fantômes, de peurs, etc., qui sont majoritairement de l'Est et du Sud-Est asiatique, et ben je trouve que ça colle très bien à la période estivale. Il faut avouer que, alors c'est quelque chose qu'il faudra que je regarde peut-être pour la Chine et pour les autres pays asiatiques mentionnés, mais au Japon, la grande fête des fantômes et de l'au-delà et de ce type de choses, en fait, c'est la fête de l'Obon, qui se déroule du 13 au 15 août, donc c'est bientôt. C'est une période estivale et c'est la période pendant laquelle on considère que les esprits des morts, les esprits des ancêtres, reviennent, traversent les mondes et donc viennent visiter leurs familles, leurs amis, etc. Donc c'est pour ça que ce sont des vacances ici que tout le monde prend. Donc c'est en général des vacances où c'est blindé partout. Il y a beaucoup de gens qui reviennent dans leur famille, les temples sont visités sans arrêt. C'est à cette période-là qu'il y a la majorité des festivals d'été parce que justement à cette période-là, les gens sont chez eux, il faut être en famille parce qu'il faut pouvoir accueillir les ancêtres, accueillir ces types de choses. Et également les offrandes, les visites au temple sont très importantes puisque à cette période-là, les portes sont ouvertes entre les deux mondes et il y a également des risques d'esprits qu'on ne veut pas voir passer et qui vont venir éventuellement incarner des personnes qui ne sont pas et vous tromper, etc. Juste pour vous expliquer un petit peu que dans ce contexte-là, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, mais quand on me présente un livre d'horreur occidentale, je vais me dire « Ouh, je vais le lire en automne ou quand il pleut » ou quand... Vraiment pour se mettre un petit peu dans l'ambiance. Et c'est vrai que pour tous ces livres asiatiques, la première idée en tête qui m'est venue, ça a été « Oh, ça va être génial à lire cet été ». Et c'est après coup seulement que j'y ai réfléchi, je me suis dit « Mais oui, au fait, c'est vrai qu'en fait ici... » c'est vraiment adapté à ça. Même dans les films, souvent, quand on voit des histoires de fantômes, des choses comme ça, ben on voit les gens qui suent, les gens qui s'éventent, c'est très estival en fait. Et peut-être aussi parce que un petit coup de frisson, un petit coup de peur, ben ça rafraîchit. Voilà. Ben écoutez, sur ce, je vais vous laisser parce que je vais remettre mon ventilateur. Je suis là, j'en peux plus et pourtant je suis à l'intérieur de la maison. Je suis désolée si dans le fond vous entendez un peu... Là, c'est en train de s'arrêter parce que, en fait, à partir d'une certaine température, quand il fait trop chaud, eh ben, même les grilles, bah, ça s'est arrêté. Juste au moment où je le disais. Même les cigales, elles chantent plus, elles en ont marre, voilà. Par contre, tôt le matin, quand il fait une trentaine de degrés, vous sortez dehors sous un arbre, vous vous entendez plus penser, voilà. Ben écoutez, sur ces petites notes locales, attention, je vous donne ma petite connaissance sur le Japon de ce qui se passe en ce moment même. Je vous quitte et puis je vous dis à très bientôt, comme d'habitude. Encore une fois, n'hésitez pas, dites-moi si vous connaissez les auteurs que je vous ai cités. Il y en a beaucoup en fait que je ne connaissais pas avant. Si vous avez lu des choses similaires, et puis vos expériences estivales, puisque j'imagine que beaucoup d'entre vous sont en vacances. Ce n'est pas mon cas et ça ne va pas venir tout de suite.